La police municipale incontournable au cœur des villes exerce au plus près de la population. Missionnée pour assurer le bon ordre, la tranquillité, la salubrité publique. Si ces missions sont nobles, il reste que la multiplication des bavures et autres altercations avec les usagers jette du discrédit sur ces agents. La semaine dernière, un incident survenu à Etoudi, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, dont le bilan est de 2 morts, a fait l'objet d'une réunion de crise du ministère de l'administration territoriale. Paula Tangandji a instruit à la police municipale de respecter la réglementation en vigueur. Vincent Yédé est l'invité de Grand 7. Il est conseiller municipal PCRN de la commune d'arrondissement de Douala 3. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-Up. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité de la semaine. Cette semaine au Cameroun, nous avons parlé de cet incident survenu à Etoudi, à Yaoundé, qui a fait 2 morts suite à un contrôle de la police municipale. Suite à cela, le ministre de l'administration territoriale a tenu une réunion de crise à l'effet d'établir les responsabilités et calmer la situation. Les maires, les autorités administratives et les syndicats de mototaxis présents à cette rencontre ont reçu pour instruction de tout mettre en œuvre pour que la réglementation en vigueur dans les activités de la police municipale et les mototaxis soit respectée. On a également parlé de digitalisation dans les prestations consulaires. Cette semaine au Cameroun, le ministère des Relations extérieures aura bientôt un centre de transformation digitale pour gérer efficacement les prestations consulaires. La pose de la première pierre de ce bâtiment, financé par un partenariat privé, a été effectuée par plusieurs membres du gouvernement cette semaine et le ministre des Relations extérieures qui a d'ailleurs relevé l'importance d'un tel projet dans le processus de dématérialisation des procédures administratives prescrites par le chef de l'État. On a parlé d'indications géographiques cette semaine. Les produits liés au terroir à l'image du poivre de Penja, le miel blanc d'Oku ou alors du savoir-faire d'une communauté, l'évocation du pain baoulé de Côte d'Ivoire. Tous ces produits ont en commun d'être sous indication géographique et une qualité liée à l'origine bénéfique pour les producteurs avec des produits désormais vendus plus chers. On a parlé des mécanismes puissants pour le développement des zones rurales au cœur d'un colloque international sur le développement des indications géographiques en Afrique qui s'est tenu cette semaine à Douala. À Douala également, cette semaine s'est tenue la 4e édition du Cameroun Investment Forum. Les ateliers se sont déroulés toute cette semaine. Les travaux ont réuni les experts prioritairement du secteur agro-sylvopastoral et halieutique, en relation avec le thème retenu pour cette 4e édition qui a été l'attrait des investissements productifs dans les chaînes de valeur agricoles et halieutiques en vue d'intensifier la dynamique d'import-substitution au Cameroun avec un focus sur les filières riz, maïs, poisson, lait et palmier à huile. On a également profité pour parler d'infrastructures routières au Cameroun cette semaine et le ministre des Travaux publics qui a entamé cette semaine la revue des projets inscrits dans l'agenda 2024 dans les réseaux nord et ouest. Pour l'heure, le taux d'avancement des travaux sur le terrain est assez satisfaisant pour livrer les projets dans les délais malgré quelques difficultés encore rencontrées par les exécutants. Et en Afrique, au Burkina Faso, le pays a expulsé 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques pour activités subversives. Ils ont été déclarés persona non grata par Ouagadougou. En Libye, le pays éclipse le Nigeria et devient le plus grand producteur de pétrole en Afrique. Depuis environ 10 ans, le Nigeria peine à maintenir une production pétrolière stable, ce qui fait que le pays est régulièrement dépassé par ses poursuivants angolais et libyens.
Au Nigeria, 45 personnes sont mortes depuis le début de cette semaine dans le village de Gundutse, dans l'état de Kano, au nord-ouest du pays, de suite d'une mystérieuse maladie. Un responsable du conseil du gouvernement local a confirmé l'épidémie sans toutefois donner un bilan des victimes. Des mesures ont déjà été prises pour déterminer les causes de la maladie. Et toujours au Nigeria, on s'est rappelé cette semaine que 10 ans se sont écoulés depuis que les extrémistes islamistes ont attaqué le lycée pour filles de la communauté de Chibok dans l'état de Borno. Ils avaient enlevé 276 jeunes femmes qui se préparaient à passer des examens scientifiques. Les quelques rescapés de cette triste aventure reprennent leur éducation malgré les séquelles qui restent profondes dans leur mémoire. On a parlé également de recrudescence des enlèvements au Nigeria. Le président Bola Tinubu, dans un article d'opinion publié cette semaine, a évoqué les récents enlèvements survenus dans le pays et a soutenu que le Nigeria ne payera plus de rançon aux gangs armés qui ont sévi dans le pays par des enlèvements et des extorsions. Il a indiqué que le Nigeria doit s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, des inégalités et du manque d'opportunités. Et en santé cette semaine, on a parlé du choléra avec ce nouveau vaccin oral contre la maladie qui a été présélectionné par l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin oral inactivé Evicol S a une efficacité similaire au vaccin existant, mais une formulation simplifiée permettant d'augmenter rapidement la capacité de production. Une réponse qui vient à point nommé pour répondre aux besoins urgents que connaît le continent africain. Et voilà qui aura fait l'actualité sur l'ensemble du continent cette semaine. À bientôt. Merci Marie-Vonne Tongo pour ce round-up de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Vincent Yédé. Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, vous êtes conseiller municipal PCRN dans la 3e. C'est bien cela. Alors, au PIF, comment va le PCRN? C'est vrai que je n'ai pas été mandaté pour parler du PCRN, comme vous le savez, mais tout le monde est au courant des difficultés que nous avons avec l'un de nos pères fondateurs ces derniers temps. Le problème a été porté en justice et nous attendons évidemment qu'une réponse vienne de ce côté-là pour rétablir, n'est-ce pas, le président et tous les autres membres dans leurs droits pour pouvoir continuer à travailler en toute sérénité. Continuant à travailler en toute sérénité, je pense ici au scrutin de 2025. Comment est-ce que ça se prépare? Est-ce que l'actualité au sein de cette formation politique porte atteinte à la préparation sereine des prochaines échéances électorales? Non, jusqu'à présent, on continue à travailler en toute sérénité, comme je vous l'ai dit. Nous avons confiance en la justice et nous osons croire que le droit sera dit et que nous allons continuer à travailler. Mais nous sommes également lancés dans une alliance, n'est-ce pas, dans laquelle il y a plusieurs partis politiques, et donc le PCRN. Et on continue également, dans ce cadre-là, à faire les différentes consultations et concertations qui vont aboutir, n'est-ce pas, à une feuille de route qui sera, lui, connue de tous. Merci Vincent Yédé, c'était important de prendre le pouls de ce côté du PCRN. Alors, mais vous êtes sur ce plateau pour toute autre chose. On parle de ce fâcheux incident dans la ville de Yaoundé suite aux bavures des agents de la police municipale qui remet sur la sellette la question des compétences même de ce service au sein des municipalités. 2 personnes ont perdu la vie, je le disais il y a quelques instants. Une situation qui laisse comme une sensation de déjà-vu et qui, par la même occasion, pousse à questionner le fondement même de leurs activités, qui s'apparente des fois à une violation de la loi. Tentative d'explication dans ce reportage que signe Dr Serge Bertrand ici. Entre agents de la police municipale et conducteurs de moto-taxi, ce n'est pas la coexistence pacifique. Une relation constamment tendue, susceptible de dégénérer à la moindre bavure de l'une des parties. Mis sur le banc des accusés, les agents de la police municipale sont reprochés de faire preuve d'excès de zèle, parfois au mépris de leurs compétences dans l'exercice de leurs fonctions. Une attitude qui, selon les responsables municipaux, relève simplement de la violation de la réglementation en vigueur.
La cause principale de ce que l'on décrit, ce que l'on observe sur le terrain est essentiellement le non-respect du décret numéro 2022/354 du 9 août 2022 du chef de l'État organisant le corps de policiers municipaux. Parce qu'en réalité, on va voir que dans l'article 18, alinéa 1, on dit les fonctions d'agents de police municipale ne peuvent être exercées que par des agents communaux recrutés à cet effet. Et lorsqu'on observe la plupart des individus qui se déploient sur le terrain, ne sont pas toujours des agents communaux. Et lorsque ce serait même le cas, c'est des personnes qui passent plusieurs mois sans obtenir le moindre salaire. Et lorsqu'ils descendent sur le terrain, leur seul moyen de suivi, c'est justement de mener des actions telles que nous les observons là. S'il est évident que ces agents de la police municipale agissent en méconnaissance de la loi, les responsabilités sont aussi partagées eu égard à l'incivisme des usagers mototaximens. Mais du reste, le conseiller estime que les autorités sont les premiers responsables du fait de leur laxisme dans la mise en œuvre du décret du 9 août 2022. Nos autorités sont les principaux responsables de ce qui se passe parce que elles sont toutes au courant de la réalité de la situation. Depuis le décret suscité, les communes devaient faire un recrutement et selon les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de ce même décret qui précise, avant leur entrée en fonction, les agents chargés de la police municipale doivent bénéficier d'une formation ou d'un recyclage à la gestion des libertés publiques et autres. Et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont sur le terrain là n'ont ni bénéficié d'une formation, ni été recyclés. Tout compte fait, de telles bavures ne sauraient rester dans l'impunité, des sanctions étant prévues à cet effet. Les sanctions peuvent être de plusieurs ordres. Déjà au niveau de la mairie, on peut rompre leur contrat au cas où c'est un contrat écrit et formel. Si c'est un contrat informel, il est clair que c'est des agents indésirables qui vont faire une mauvaise publicité à la commune et à ce corps. Donc, on va très tôt se débarrasser d'eux. Maintenant, sur le plan pénal également, ils engagent individuellement leurs responsabilités et peuvent être poursuivis et même emprisonnés, peuvent également payer des lourdes amendes. On rappelle, une bavure des agents de police municipale à Etoudji dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé a causé la mort le 17 avril de 2 mototaximens, créant la colère de ses collègues qui ont paralysé une partie de la ville. En réaction, le préfet du département a mis fin aux activités de ses agents, tout en précisant que le maintien de l'ordre public et les contrôles relèvent de la compétence exclusive des services de police et de gendarmerie. Merci Serge Vatran, ici de retour sur ce plateau. Alors Vincent Yédé, police municipale, cela induit des agents qui sont sous la conduite du maire qui lui-même doit rendre compte au sous-préfet et ou préfet. Ces agents étaient une nécessité pour les villes camerounaises dont Douala. Oui, absolument. C'est d'ailleurs des personnes qui doivent exercer une fonction noble. Je précise quand même que pour être agent de police municipale, il faut avoir été recruté par une commune. Et donc être agent de cette commune-là et maintenant avoir soit été recyclé ou alors avoir subi une formation à la NASLA. Malheureusement, il se passe que ni le recyclage, encore moins la formation, ne sont accordés à ces agents que nous rencontrons sur le terrain. Et très souvent, ils ne sont même pas du corps
de la police municipale. Vous faites bien de mentionner le non-recyclage de ces agents. Alors, le recadrage du ministère de l'administration territoriale, les recadrages du ministère de l'administration territoriale se multiplient. Comment sortir de cet engrenage? Mais non, je crois qu'il y a une véritable réticence de la part des magistrats municipaux qui évoquent plusieurs difficultés pour ne pas respecter la loi. Je voudrais vous rappeler que, comme ça a été dit dans le reportage, c'est une loi qui date de 2022 et que nous sommes en 2024. Mais, comme je le disais, ils craignent à emboîter le pas à la réglementation. Ce qu'on attend des chefs des exécutifs municipaux, c'est qu'ils recrutent dans les normes. Et très souvent, il n'y a pas d'enquête de moralité qui ait été faite pour recruter ceux qu'on envoie au niveau de la police municipale. Et donc, le recadrage du ministre de l'administration territoriale arrive à point nommé parce que, comme je le disais, il faut une enquête de moralité. Des gens qui sont à l'origine de la plupart de ces bavures n'ont pas très souvent une bonne moralité. Et c'est essentiellement ça qui est à l'origine de tout ce que nous décrions, à côté du manque de formation, à côté du manque d'encadrement dont ils doivent bénéficier et dont ils ne bénéficient pas toujours. Dans l'urgence d'apporter une réponse aux moultes clivages observés, notamment le désordre urbain, les communes n'ont-elles pas péché en se précipitant? Il faut dire que ce corps existait déjà, ces agents existaient déjà avant le texte de 2022. Seulement, le texte arrive et harmonise leur fonctionnement sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les communes. Et donc, on n'observera plus de manière éparse des traitements qui varient d'une commune à une autre. Donc, ce texte-là vient créer le cadre juridique qui encadre cette profession. Et donc, on ne va pas penser que la charrue a été mise avant les bœufs, mais on pense tout simplement que la loi qui est arrivée a de la peine à être suivie et respectée par ceux qui s'étaient déjà habitués à un certain fonctionnement. Il faut vous rappeler que les maires actuels sont là depuis 2020 et que le texte n'arrive que 3 ans plus tard. Et donc, ils avaient déjà, pour certains et pour la plupart même d'ailleurs, fait un certain nombre de recrutements qui ne cadraient pas forcément avec l'esprit de la loi du décret qui a été pris par le chef de l'État. Donc, il fallait tout simplement se faire une espèce de recyclage, de revoir le casting. Mais malheureusement, comme je le disais, ils évoquent un certain nombre de raisons et donc le manque de moyens financiers. Parce qu'il faut dire que la formation au niveau de la NASLA est payante. Elle n'est pas gratuite et elle se fait à la charge des communes. Et en plus de cela, il faut payer les salaires, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est une difficulté réelle auxquelles font face, n'est-ce pas, les différentes mairies. En même temps qu'elles ont bien besoin de ce personnel-là sur le terrain, mais elles ne sont pas en mesure d'assurer sa formation. Et je ne vois pas trop en quoi le rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale va y changer quelque chose. Parce que les communes, pour la plupart, ont un problème de moyens qui n'arrivent pas toujours et qui ne suffisent pas à prendre en charge ces différents agents. Ce sont des réalités peut-être qui justifient le fait que ces agents entretiennent des relations conflictuelles avec les mototaxis. Le ministre l'a dit, ils font des cotisations, j'essaie de paraphraser, des cotisations qui sont au cœur, qui sont même à l'origine de cette
relation conflictuelle-là? Ben, il n'y a pas que les agents de la police municipale qui font des cotisations. Les policiers les font également. On parle ici de la police municipale. Les gendarmes et les douaniers également. Donc, si on veut s'attaquer à la corruption d'une manière générale, on ne parlera pas seulement des agents de la police municipale. Donc, ce n'est pas un argument qui plaide pour que les choses avancent. Mais ce qui est sûr quand même, c'est que, et ça, ce n'est pas suffisamment mentionné, il y a une violation des dispositions de la loi qui interdit que les prérogatives de la police municipale soient sous-traitées. Et très souvent, dans les communes, pour faire la collecte des taxes communales, à cause de la corruption des agents de la mairie, les maires sont souvent appelés à faire recours à des prestataires. Et ces prestataires, donc, sur le terrain, se font accompagner par des jeunes gens auxquels ils attribuent des chasubles et qui font office de police municipale, qui en réalité ne sont pas des agents communaux. Justement. Ça, c'est connu, ça, c'est su par les autorités. Quels sont, par exemple, les critères pour être un agent municipal, par exemple, dans votre circonscription Douala 3e, ou mieux, qui est policier municipal de Douala 3e? Écoutez, comme je vous l'ai dit, le texte qui est arrivé est venu harmoniser cette profession, cette fonction. Et donc, que ce soit à Douala 3e, à Douala 5e ou en dehors de cette ville, les critères sont les mêmes pour ce qui est du recrutement des agents de la police municipale. D'accord. Et en l'espèce, il s'agit essentiellement de personnes de bonne moralité. Donc, on passe d'abord par une enquête de moralité pour se rassurer justement qu'ils ne seront pas à l'origine de tels égarements tels que nous les observons là. Mais à côté de cela, il y a également la formation qui vient donc compléter, parce que cette formation, c'est une formation à la citoyenneté, qui vient les former aux droits de l'homme, qui vient leur dispenser un certain nombre de cours pour leur permettre d'obtenir des compétences qui leur évitent, n'est-ce pas, ces errements que nous observons sur le terrain. Avez-vous les mêmes réalités que les autres collines de la ville de Douala? Je n'ai pas bien suivi la question. Nous prenons le cas de Douala 3e. Oui. Nous restons encore dans le cas de Douala 3e. Okay. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez les mêmes réalités que les autres communes? D'une manière générale, les réalités sont les mêmes, à quelques exceptions près, mais les réalités sont les mêmes. Combien d'agents de la police municipale pour cette commune, la vôtre? Bien, au niveau de la commune de Douala 3e, nous avons fait passer une délibération qui recrutait 61 ou 60 policiers municipaux, agents de police municipale, à peu près 60. Ne sont-ils pas supposés défendre l'image de la commune? C'est une question qui prend sens lorsqu'on perçoit les différentes actualités qui, je l'ai dit il y a quelques instants, apportent du discrédit sur ces agents qui n'inspirent plus confiance. Malheureusement, la réalité, c'est qu'ils sont là pour accompagner le maire. Ils sont là pour accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ces tâches quotidiennes, d'un certain nombre de tâches quotidiennes. Malheureusement, ils s'illustrent par ces situations que nous observons là, parce qu'il y a mieux que ça qu'ils font et qui passent sans tambour ni trompette. C'est eux qui sont dans les marchés, qui permettent aux dames qui viennent faire le marché le samedi de savoir où se garer. C'est eux qui montrent où est-ce qu'on peut se garer. C'est eux qui aident les enfants à traverser la chaussée à côté des établissements. C'est eux qui sont en charge de ramasser les corps, de faire l'enlèvement d'un corps qui serait resté sur
sur la chaussée comme ça. C'est eux qui sont même chargés de l'inhumation d'un certain nombre de corps. Donc, ils rendent un certain nombre de services que l'on ne voit pas, malheureusement. Oui. Avez-vous l'impression qu'ils ont conscience de leur rôle? Vous venez d'énumérer leur cahier de charge, on va l'appeler ainsi. Avez-vous conscience qu'ils comprennent véritablement leur rôle? J'ai essayé dans mon propos de faire un distinguo entre les agents communaux qui se consacrent au service de la police municipale et les autres qui n'ont subi aucune enquête de moralité, qui n'ont subi aucune formation, aucun recyclage, mais qui abordent des chasubles ayant le nom police municipale et qui exercent ces fonctions-là. Ce qui est une aberration. Ce qui est illégal. C'est illégal. Et je crois que la décision que le préfet a prise de l'autre côté concerne essentiellement ce genre de personnes. Parce qu'il a l'information selon laquelle ce n'est pas effectivement des agents municipaux. Les altérations régulières entre policiers municipaux et Skinner, on en parle. À Douala, par exemple, on ne compte plus. Vous veniez de dire qu'ils ont la charge de montrer où est-ce que les commerçants doivent s'installer, mais on est d'accord. Cela débouche très souvent sur des scènes pas très cordiales entre ces agents municipaux et les commerçants, et par extension les Skinners, comme on les appelle. Alors, loin de nous la volonté de jeter, je le réitère, le discrédit sur ces hommes, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Comment déboucher sur une formation professionnelle, c'est-à-dire mieux professionnaliser, mieux encadrer cette fonction-là, celle de policier municipal? Alors, j'ai comme l'impression que nous sommes tout simplement dans une phase transitoire entre ce qui se faisait n'importe comment et ce qui devra désormais se faire. Et le texte étant arrivé pendant que les gens exerçaient déjà, je pense qu'il y a une période de flottement qui est en train de passer là, mais qui très rapidement va passer avec, j'insiste là-dessus, les formations. Sur des durées précises et obligatoires peut-être. Absolument, absolument. Bon, mais il faut également dire, que les conducteurs de mototaxi ne sont pas des enfants de cœur non plus. Je suis d'accord. C'est une profession qui fait parler d'elle à chaque fois. Donc, ce n'est pas seulement avec les agents de la police municipale. Voilà. Alors, sur le terrain, le rapport à l'autre est primordial. Face au public de Douala, des plus cosmopolites, on est d'accord que ce qui est au premier abord paraît simple devient complètement compliqué. Est-on dans un contexte de pression délinquante plus forte, dégradation du climat social? La ville de Douala, c'est une ville déjà où la température est très élevée. Et donc, les tempéraments également sont chauds. Ce n'est pas seulement au niveau de la police municipale ou des conducteurs de moto, mais d'une manière générale, les populations de la ville de Douala ont un tempérament qui est assez chaud et on peut comprendre que cela se passe ici. Mais les autorités qui sont déjà habituées à cette façon de faire savent toujours comment est-ce que manager cela. Donc, ce n'est pas une délinquance qui est spécialement liée à la ville de Douala. Nous savons que notre pays traverse une période assez délicate et avec le vent de démocratie, je crois que les Camerounais ont besoin de plus de liberté et ils l'expriment parfois de bien mauvaise façon. Alors, Vincent Guédé, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que la police municipale paie le prix d'une tension, d'une hostilité croissante à l'uniforme? Peut-être bien, mais ça ne l'innocente pas. On ne peut pas justifier les bavures quotidiennes
même si nous avons évoqué l'absence de formation et de recyclage, mais pour un citoyen normal, il n'est pas bien qu'ils fassent tout ce qu'ils font là. Que certains fassent ce qu'ils font là. Mais, vous savez, la plupart des temps, et ça on ne le dit pas, ces gens n'ont pas de salaire. Hein. Ils n'ont pas de salaire. Alors, c'est à travers les différentes actions sur le terrain qu'ils espèrent, au sortir de là, obtenir quelque chose. Et lorsqu'ils travaillent pour des prestataires, c'est aux résultats qui sont rémunérés. Et voilà, c'est ce qui les pousse très souvent à se comporter tel qu'ils se comportent là. Je crois que quand ils auront été formés, quand ils commenceront à avoir régulièrement leur salaire... Et quand on pourra procéder à une sorte de sélection. Oui, absolument. Absolument. Je crois qu'à partir de là, on pourra commencer à dire qu'on sort déjà du tunnel. Alors, police municipale de proximité, on est d'accord, Vincent Guédé. Seulement aujourd'hui, à y regarder près, la population n'est plus très réceptive. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à Yaoundé, les populations qui sont sorties et qui ont bloqué les voies, la population, on va dire, elle en a marre de ces policiers municipaux-là. Non, ce n'est pas le problème de la police municipale. Je crois que c'est une réaction épidémique. Les jeunes se sont exprimés et les conducteurs de moto sont quand même un corps assez organisé dans le désordre. Ils sont solidaires les uns envers les autres. Et donc, même ici à Douala, à chaque fois que l'un d'entre eux est en difficulté, quelques instants après, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine, voire des centaines, prennent d'assaut cet endroit, n'est-ce pas, en solidarité avec leurs camarades. Donc, c'est normal que les choses se soient passées telles qu'elles se sont passées à Yaoundé. Mais comme vous le savez, très vite, les autorités ont su leur parler et on peut dire que tout s'est bien achevé à la fin. Revenons sur la sortie du ministre de l'administration territoriale. On va même aller plus loin. On va parler de cette décision du préfet, celle d'interdire tout contrôle jusqu'à nouvel ordre. Cette charge incombera désormais, ou jusqu'à nouvel ordre, à la police et à la gendarmerie. N'est-il pas temps de procéder à une déconstruction ou alors tout simplement à tout recommencer? Est-ce que les villes camerounaises peuvent se passer de police municipale, non, par exemple? Du tout. Du tout? Du tout. Ok. Je pense qu'il est tout simplement question de faire quelques réglages. Et je crois que lorsque le représentant de l'État décide de suspendre leurs activités, c'est le temps de tenir des réunions, c'est le temps de faire des recadrages. Et puis après... C'est pas le premier incident qui survient, le premier incident du genre qui survient. Et on a très souvent vu des recadrages. Est-ce que vous pensez que l'incident de Yaoundé, c'est l'incident de trop qui va faire bouger les choses? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, tel que je vous l'ai dit, il y a des difficultés réelles. Il y a l'absence de financement. Donc, les gens ne peuvent pas recruter, ne peuvent pas former. Peut-être ça va faire revoir le financement et tout ce qu'il y a derrière. Peut-être bien, mais vous savez, d'autres corps plus structurés, plus organisés, ont souvent connu des incidents du genre. Donc, n'allons pas penser que c'est les policiers municipaux qui viendront être des anges sur la chaussée. C'est souvent arrivé que des gens qui ont subi des formations, des gens qui sont même dans les corps d'élite, n'est-ce pas, arrivent même à tirer sur les usagers de la route. Donc, ça ne peut pas être le dernier incident. On va tout faire, enfin, les autorités vont tout faire pour que ça arrive de moins en moins. Mais je crois que c'est plutôt bien
que tout se passe dans un cadre de concertation. Et maintenant, que les communes soient accompagnées si elles ont des difficultés. Et je suis sûr qu'au cours de cette réunion, elles ont également fait part des difficultés qui sont les leurs. Alors, je pense que des moyens peuvent ou devraient être mis en jeu pour leur permettre de se doter d'un corps plus serein, mieux formé. Alors, quelle conclusion ou bien quel enseignement tiré de cet incident de Yaoundé où 2 personnes ont perdu la vie? Ben, il faut tout simplement appeler les gens au civisme. Parce qu'en réalité, le conducteur de moto-taxi, on ne va pas faire son procès ici, mais lorsqu'on vous interpelle, vous devez vous arrêter. Ça, c'est ce que nous disons à tout le monde. Et on ne cessera de le dire, il faut respecter l'autorité de l'État. Et la police municipale, les policiers qui sont sur le terrain, sont des représentants du maire qui, dans sa circonscription, doit mener un certain nombre d'activités et qui a besoin des recettes communales. Et ces recettes-là, c'est nous, les usagers, c'est nous, les populations, qui sommes redevables et qui devons les payer. Donc, si nous les payons, ça permet aux maires de faire des réalisations telles que nous demandons. Si nous ne payons pas, ils seront dans des difficultés et dans l'impossibilité de faire tout ce qu'ils nous ont promis. Donc, ayons un comportement citoyen, ayons un comportement responsable, que ce soit les conducteurs de moto, que ce soit les automobilistes, que ce soit même les citoyens tout simplement, ayons le respect pour l'autorité. Cela étant dit, Vincent Yédé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Au plaisir de vous recevoir sur ce plateau dans de meilleures conditions. Merci. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous dimanche prochain pour une autre rétrospective de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.